Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. Dans la vidéo précédente, nous avions abordé le demi-tour après Gary et nous avions constaté que celui-ci ne pouvait pas avoir été effectué en pilote automatique. On avait donc tout lieu de suspecter la présence d'une personne aux commandes sans toutefois être en mesure de déterminer la motivation de ce demi-tour. Défaillance technique ou volonté de détourner l'avion, je vais être franc avec vous et vous dire que l'on ne peut pas répondre aussi facilement à cette question. Néanmoins, la piste du détournement a ma faveur car elle est privilégiée, selon moi, par l'absence de contact radio avec le cockpit, comme je l'ai précédemment abordé en expliquant la redondance des radios, mais aussi par une étrange coïncidence de défaillances en parallèle. On va maintenant se pencher sur la route de l'avion au-dessus de la Malaisie pour aller plus loin dans l'analyse et trouver encore des indices de la présence d'un pilote à bord. On va commencer par la première portion de cette trajectoire, c'est-à-dire à l'issue du demi-tour, c'est la route vers Penang. L'avion semble avoir pris la direction de Penang, comme on peut le constater sur les images radar. Une hypothèse qui est souvent évoquée, c'est la volonté de se dérouter vers ce terrain qui était ouvert et susceptible d'être privilégié par l'équipage dans le cas d'une défaillance technique grave. Alors, je ne partage pas totalement cette piste pour plusieurs raisons. La première est que dans une telle situation qui aurait exigé un demi-tour aussi rapide, l'équipage aurait en toute logique privilégié un retour vers Kuala Lumpur, même si on ne peut pas exclure qu'un autre terrain plus proche ait pu être choisi. La deuxième est que l'avion n'a pas poursuivi sa descente vers Penang. Au lieu de cela, l'avion a survolé Penang, puis viré vers le nord-ouest en direction du détroit de Malacca. De nombreux experts laissent entendre que l'avion aurait pu subir une dépressurisation rendant l'équipage incapable de piloter l'avion. Pour moi, cette théorie ne colle absolument pas. Comment expliquer le virage de l'avion à Penang ? Ou encore le virage vers le sud qui aura lieu plus tard, au nord de l'Indonésie. Mais nous aborderons cette théorie de la dépressurisation dans une vidéo dédiée ultérieurement. À y regarder de plus près, la trajectoire radar nous permet de nous rendre compte de certains détails importants quant au pilotage de l'avion dans cette phase. Tout d'abord, cette première portion en ligne droite vers Penang montre qu'en réalité, l'avion ne pouvait pas être en mode LNAV. Le mode LNAV est le mode qui est le plus privilégié puisque c'est le mode qui permet de suivre une route de manière précise tout en compensant le vent. On devrait donc avoir une trajectoire du plan de vol parfaitement rectiligne, comme c'est le cas au début du vol du MH370 lorsque l'avion se dirige vers Higari avant qu'il ne disparaisse. Or là, l'avion a eu des variations de direction qui permettent d'affirmer avec certitude qu'il n'était pas en mode LNAV sous pilote automatique. Alors, cette méthode requiert de la part du pilote d'entrer un point de navigation, ce qu'on appelle un waypoint, dans le FMS, qui est le Flight Management Computer, ou Flight Management System, pardon. C'est en quelque sorte l'ordinateur de navigation de l'avion. Et donc tout cela, ça requiert une action de la part de quelqu'un dans le cockpit pour programmer une nouvelle route. Alors pourquoi l'équipage aurait paramétré une nouvelle route ? Alors nous n'avons aucun moyen de savoir si cela a été en effet le cas ici. Toutes les théories d'une trajectoire basée sur des points de route n'est que pure hypothèse. Restent alors deux possibilités. Soit on a un vol en pilote automatique avec maintien de cap, c'est-à-dire en mode heading. Dans ce cas, le vent ne serait pas compensé et on pourrait penser que les variations de direction que l'on observe pourraient être dues au vent. Mais là encore, ça ne correspond pas car les variations sont aussi bien à droite qu'à gauche et dans une proportion trop importante pour attribuer cela au vent. Le mode track, c'est un mode qui est également utilisé qui permet de suivre une route et donc de compenser le vent. Mais là aussi, ce que l'on aurait dû avoir est incompatible avec ce que l'on observe dans le MH370. Reste la possibilité d'un pilotage manuel sans pilote automatique. Et là, ça interroge. Pourquoi le pilote automatique ne serait plus disponible ? L'avion a-t-il subi une défaillance qui a rendu ce système inopérant ? Il est bien difficile de répondre à cette question. Mais il y a un détail important qui confirme indubitablement que l'avion n'était pas en mode LNAV sous pilote automatique, c'est la trajectoire au-dessus de Penang, comme vous le voyez sur cette image.
Si l'avion avait vraiment pris la direction de Penang en LNAV, il serait passé à la verticale et non pas aussi loin au sud. La précision de navigation en LNAV est bien meilleure que ce que l'on observe ici. On remarque que l'avion prend ensuite une trajectoire pour intercepter une route bien précise, et cette interception de trajectoire est riche d'enseignements. En LNAV, l'avion aurait normalement suivi une trajectoire qu'on appelle en flyby. J'en ai parlé déjà tout à l'heure précédemment dans une vidéo lorsqu'on abordait le moment de la disparition à Higari, puisque l'avion passait à côté de Higari parce que c'était un flyby. Et donc il passe à l'intérieur du virage. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on observe ici. L'avion serait passé au nord de Penang. Or là, il passe au sud. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que ça semble ressembler à une trajectoire en flyover. Alors, pour comprendre un peu ça, vous avez ici le dessin du flyby et du flyover. Ce sont les trajectoires qui sont utilisées par les FMS pour survoler des points de navigation en route. Soit vous coupez à l'intérieur de la trajectoire sans passer vertical, soit vous passez directement au-dessus et ensuite vous tournez pour aller rechercher la route suivante. C'est ce qu'on appelle le flyover. Mais là encore, la précision de la trajectoire à la verticale de Penang ne peut pas être en LNAV, puisqu'on serait passé directement au-dessus de Penang. Or là, ce n'est pas le cas. Alors, une hypothèse évoquée par l'Independent Group est que le point visé serait en fait FF04, comme vous le voyez sur l'image. Qu'est-ce que c'est que ce point FF04 ? FF signifie Final Fix et le 04 signifie la piste 04, qui est la piste de Penang. C'est une dénomination qui est référencée dans les FMS pour le point d'interception de la piste 04 de Penang, pour un ILS notamment. L'Independent Group suppose ici, ça reste qu'une supposition, que l'équipage a donc paramétré un ILS 04 à Penang pour se dérouter à Penang. Un tel point est en effet survolé sous la forme d'un flyover, ça c'est exact. Cependant, l'hypothèse de l'Independent Group a une incohérence majeure. La trajectoire qu'intercepte ensuite l'avion n'est pas du tout l'axe final de la piste de Penang. Il aurait dû intercepter une trajectoire au 0,40 en direction de Penang. Ce n'est pas du tout ce que l'on observe ici. Il intercepte une trajectoire qui est complètement différente. Donc pour moi, cette théorie, elle est incorrecte. Reste une autre éventualité, et c'est celle que je privilégierai ici, c'est celle d'une trajectoire de suivi de VOR. Premièrement, les variations de cap observées sur la route vers Penang peuvent parfaitement s'expliquer dans un pilotage où le pilote essaie de suivre un radial du VOR de Penang. Ensuite, l'imprécision que l'on a notée à la verticale de Penang est tout à fait ce que l'on observerait en passant à la verticale du VOR à haute altitude. En effet, le VOR est bien moins précis, surtout quand on est à la verticale. La trajectoire après une verticale du VOR pour ensuite intercepter un radial de VOR en éloignement est typiquement ce que l'on observe ici. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi naviguer au VOR ? Le VOR est une méthode de pilotage rudimentaire, mais il est important de savoir que le VOR fait partie des instruments de navigation de secours du Boeing 777. Si vous perdez le FMS, le GPS et les INS, c'est-à-dire les centrales de navigation inertielle, le VOR sera toujours secouru et disponible. Alors, faut-il y voir une preuve que le MH370 avait de gros soucis techniques ? Pas nécessairement. Le Boeing 717 était équipé d'un ADIRU pour Air Data Inertial Reference System. En gros, c'est une grosse boîte qui va centraliser tous les systèmes de navigation inertielle, qui va relier également les informations air, c'est-à-dire de vitesse, d'altitude, etc. Je ne vais pas détailler ici l'architecture de ce système, ce serait bien trop complexe, ce ne serait pas le but de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ADIRU reçoit les informations de plusieurs centrales inertielles, mais aussi de plein d'autres systèmes. Comment supposer que l'ensemble des centrales inertielles ait failli ? Cela est difficilement concevable. Pour un pilote parfaitement aguerri comme le capitaine Zaharia Matchak, naviguer au VOR ne représentait aucune difficulté particulière et représentait même une façon simple de naviguer. Alors, une telle trajectoire est forcément pilotée.
Je ne peux pas prouver ce que j'affirme ici, mais les apparences sont troublantes et je vous livre mon analyse personnelle. Après, libre à vous de la critiquer. On va parler maintenant des doutes sur la vitesse de l'avion. Dans mon étude initiale, notamment le premier ouvrage, mais aussi le deuxième, j'avais fait remarquer les incohérences de vitesse à Penang qui avaient été publiées dans le rapport factuel 1 an après la disparition. C'est l'image que vous avez ici. Ces données ont depuis été affinées dans des rapports ultérieurs, que ce soit dans les rapports officiels, notamment l'annexe de Boeing, on en parlera un peu plus tard, mais aussi par l'Independent Group. En effet, il s'agit des radars primaires civils et non militaires, et j'avais fait la remarque qu'il fallait les mettre en comparaison avec les autres radars de la région, et notamment les radars militaires. Les derniers rapports de 2019 confirment que l'avion a bien accéléré lors du survol de la Malaisie. Le rapport de Boeing est particulièrement intéressant car il met en lumière que la vitesse sol relevée sur les radars était incompatible avec un Boeing 777 volant au niveau 350, compte tenu des conditions de vent et de température. Exactement ce que j'avais fait noter dès la publication de mon premier ouvrage. Ils ont considéré que l'avion était aux environs du FL300. Et j'avais justement suggéré la même chose car c'était à cette altitude que l'on pouvait avoir la vitesse vraie la plus élevée. Je ne vais pas rentrer dans le détail des histoires de vitesse vraie, vitesse propre, etc. Alors, en fait, cela est dû à l'altitude de convergence qui est justement dans cette portion d'altitude. Et à cette altitude, la vitesse R indiquée maximale, qu'on appelle la VMO, vitesse maximum operating, est égale au Mach-Max, c'est-à-dire le MMO, maximum operating. Ces deux vitesses sont à cet endroit-là identiques. Si vous voulez voler à l'altitude où s'opère la bascule, justement, cette vitesse indiquée avec le Mach, à la vitesse maximale de l'avion, vous obtiendrez la vitesse sol maximale, si l'on considère que le vent à une altitude plus élevée ne serait pas facteur, ce qui était justement le cas au vu des conditions météo dans la région cette nuit-là. Alors justement, l'étude de Boeing a donc confirmé ce que j'avais relevé initialement dans mon étude. Nous reviendrons sur ce rapport de Boeing ultérieurement car il mérite à lui seul une vidéo tant il est peu connu du grand public et donne des informations très intéressantes. Alors, le profil vertical du MH370. Alors, rapidement, j'avais fait noter qu'il serait important de connaître le profil vertical de l'avion lors du survol de la Malaisie, à savoir à quel moment il était descendu et de combien. On avait justement une déclaration dans une conférence de presse qui disait clairement qu'ils avaient l'altitude de l'avion lors du dernier contact, au-dessus du détroit de Malacca. Donc ça sous-entendait que l'avion avait été suivi par un radar 3D. Donc on avait ces informations concernant la variation d'altitude de l'avion, mais elle n'avait pas encore été publiée. Et ceci a été publié dans le rapport final malaisien en juillet 2018. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des incohérences énormes dans l'information qui est publiée. La courbe noire du graphique que vous voyez ici montre l'évolution d'altitude présumée, j'ai bien présumé, du MH370. Et deux points attirent immédiatement l'attention. Le premier, c'est le pic haut que l'on observe et qui donne une altitude de 58 200 pieds. Alors, il faut comprendre que cette hauteur, c'est une hauteur, est donnée par rapport au radar militaire malaisien de Butterworth. Une petite recherche, on se rend compte que la base aérienne est à une altitude de 8 mètres, c'est-à-dire 26 pieds, par rapport au niveau de la mer. Cela revient donc à donner une altitude de 58 174 pieds, ce qui est totalement impossible pour un Boeing 777. L'altitude max d'un Boeing 777 sous pilote automatique, considérant que l'avion est en pilote automatique, est de 41 000 pieds. Sans pilote automatique, il est bien entendu possible de monter plus haut, mais on se heurterait à une autre limitation qui est le différentiel de pression entre la pression cabine et la pression extérieure. La cellule exploserait avant même d'atteindre 58 000 pieds si la pressurisation était maintenue. Mais même si l'on considère que l'avion n'était pas pressurisé, il n'avait de toute façon pas la puissance nécessaire pour pouvoir monter à une telle altitude. Les moteurs ne permettraient même pas de continuer à monter aussi haut. Comment peut-il être monté à 58 200 pieds ? Eh bien, c'est totalement impossible. Il y a donc une erreur
selon moi, de calibrage dans la fonction d'altitude du radar 3D militaire. C'est la seule explication possible. Alors certaines personnes y voient dans cette information la preuve que ça ne pouvait pas être le MH370, mais un avion de chasse, un avion militaire, celui qui aurait abattu le MH370 en mer de Chine. Je n'y crois absolument pas. La piste technique du radar est selon moi bien plus vraisemblable. Le deuxième point qui attire l'attention, c'est la hauteur relevée 1 minute plus tard, 4800 pieds. Soyons réalistes, un Boeing 777 ne peut pas perdre 53 400 pieds en seulement 1 minute. Même pour un avion de chasse, cela est bien peu réaliste. Pour moi, seules 2 informations sont fiables sur ce graphique, la hauteur de départ et la hauteur de fin. A noter que la hauteur finale de 29 500 pieds est justement l'altitude qui avait été publiquement avouée dans la conférence de presse du 12 mars 2014. Je vous mets la vidéo ici. There's a last plot that happened at 0215, flight level 295, 200 miles northwest of Penang. Ce qui nous amène maintenant à parler de ce fameux dernier contact radar, comme on vient de le voir dans cette conférence de presse. Les autorités n'ont donc pas caché cette information d'altitude très tôt lors de leur déclaration publique. C'est important de le faire remarquer car on accuse trop souvent les Malaisiens d'avoir caché des informations au début de l'affaire. Le constat est beaucoup plus nuancé. Les Malaisiens se sont montrés transparents au départ, bien plus que ce que l'on entend dire dans les médias. Cela ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. On peut aisément vérifier cette information du dernier contact radar à 200 nautiques de Penang, qui est donc au niveau 295. Est-ce que c'est cohérent avec un avion qui arrive à bout de portée d'un radar? Alors pour cela, on va faire une vérification sur Internet. Sur ce site Internet, vous avez la possibilité de calculer ce qu'on appelle l'horizon radar et la visibilité de la cible. Et vous avez juste à rentrer 2 informations, la hauteur du radar, en l'occurrence 26 pieds qui est la hauteur de Butterworth, et la hauteur de notre cible qui est de 29 500 pieds. Et quand on regarde en dessous, on remarque ici que la visibilité radar de la cible est estimée à 217 000 marins, c'est-à-dire 217 nautiques. L'information qui est passée dans la conférence de presse est de 200 nautiques. On a juste 17 nautiques d'écart, ce qui est totalement cohérent de perdre un Boeing 777 à 200 nautiques s'il vole à 29 500 pieds, comme ce qui est dit ici. Donc vous voyez qu'on peut quand même vérifier des informations officielles de manière relativement simple, sans aller jusqu'à mettre en doute ce qui est dit. Pour revenir sur le graphique du profil vertical du MH370, on voit qu'en fait ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. D'autant que le rapport ne donne aucune explication ni commentaire sur les valeurs incohérentes que je viens de vous faire noter. On va parler maintenant de la trajectoire dans le détroit de Malacca. Le radial VOR sélectionné, si c'est bien la méthode choisie par le pilote à ce moment-là, j'insiste que là-dessus on est quand même dans le domaine de l'hypothèse, semble rejoindre le point Vampi pour suivre la route N571 vers Mekar, ce qui laisse supposer que l'avion suivrait ainsi l'airway. À y regarder de plus près, l'avion n'est pas directement sur la route, mais à droite jusqu'à Vampi. Alors, cela semble être ensuite le cas jusqu'à la perte de contact radar finale, mais il est difficile de confirmer si l'avion a vraiment suivi cette route et donc s'il est repassé en mode LNAV. Alors, de nombreuses études de l'Independent Group, mais aussi de Capsio, ont basé leurs travaux sur un avion qui suit forcément des waypoints existants et notamment à partir des données Inmarsat. On verra ça dans une vidéo ultérieurement. Je suis beaucoup plus dubitatif sur la véracité de ces théories. Je pense en effet que le pilotage a été bien plus basique qu'on ne le pense, avec simplement du suivi de cap. Maintenant, ça n'est que mon avis personnel.
Nous verrons cela donc dans une prochaine vidéo quand nous aborderons la trajectoire dans l'océan Indien et notamment le passage au nord de l'Indonésie et ce fameux, ce qu'on appelle le FMT, Final Major Turn, c'est-à-dire le virage final vers le milieu de l'océan Indien. On va parler un peu des théories des données radar fausses. Alors en France, il a été souvent répété que les Malaisiens avaient inventé ces données radar pour détourner l'attention du public. C'est notamment la thèse avancée par Florence de Changy dans son dernier livre, mais celle-ci avait déjà été avancée à plusieurs reprises par Guylain Watrelot, qui refuse de croire à ces données officielles. Voici un extrait notamment d'une émission dans laquelle on peut entendre le discours de Guylain Watrelot sur ce sujet. C'est très simple. Sachez que pendant 4 jours, voire 5, on cherche en mer de Chine. Donc là où on a perdu la trace de l'avion. Donc des moyens énormes avec des bateaux, des avions. Pendant 4 jours, on cherche là. On nous dit, l'avion, il est tombé en mer de Chine pendant 4 jours. Et puis, le 5e jour, tout d'un coup, la Malaisie se réveille et dit, oh, au fait, nos militaires ont vu l'avion traverser de l'autre côté. Donc, tu as des milliers de kilomètres pendant la nuit. Ah, mais des milliers de kilomètres de là où on l'a cherché. Donc là, on se dit, il y a un problème. Ils n'ont quand même pas mis 5 jours à découvrir qu'ils avaient vu l'avion de l'autre côté. Et d'ailleurs, le ministre des Transports malaisien le dira plus tard. Oui, on a vu l'avion pendant la nuit, mais on a considéré que c'était un avion ami, donc on n'a pas envoyé les chasseurs. Donc là, le 5e jour, il est évident qu'il se passe quelque chose de louche. Il est évident qu'on nous ment. Il est évident qu'on veut nous cacher la vérité. Et ça, c'est juste la première chose. Mais ça n'a pas arrêté pendant 4 ans. Je comprends la frustration de Guylain dans cette affaire. À ce jour, il n'a toujours aucune explication sur la disparition des membres de sa famille. Néanmoins, affirmer que les Malaisiens ont caché le demi-tour de l'avion pendant 5 jours est faux. Trop de gens pensent aujourd'hui que c'est le cas, faisant confiance à ce que dit Guylain Watrelot, mais également à ce que dit Florence de Changy. Et je vais vous prouver que c'est faux. Et les preuves, je ne les invente pas. Voici ce qui est dit dans la conférence du 2e jour après la disparition, c'est-à-dire en date du 9 mars 2014. I will now pass over to Tan Sri Rosali, the Chief of Air Force, to give you an insight about this issue on the air turn back. Tan Sri. We do things. And what we have done is look into the recording on the radar that we have. And we realized that there is a possibility the aircraft did make a turn back. Turn back means, deviating from the flight path and coming back, reciprocal heading. So that is the possibility. Now, at this stage and juncture, ladies and gentlemen, we are still trying to collaborate with the Civil Radar, with the other international agencies, and with this collaboration, probably we'll get a better picture into this. So because of that, the search area has been widened, as we speak, into the South China Sea, and we already have requested our Indonesian friends, the SAR National in Indonesia, to assist us on this matter. Thank you. Alors pour ceux qui ne parlent pas correctement l'anglais, on parle déjà en fait d'un possible demi-tour suggéré par des images radar. On parle déjà de cette extension vers une nouvelle zone de recherche à l'ouest. Et le lendemain, donc le 10 mars 2014, voici ce que les autorités montrent en conférence de presse. And as you can see here, this on the east on the east coast, this is Igari, and the area of search at the moment is 100 kilometers radius of Igari, and we are expanding as beginning tomorrow, and these are the areas that we're going to search. In the next few days. We have also conducted search on the land and also on the west coast of Peninsular Malaysia, and we have covered a part to the north of Sumatra, and we're beginning to increase it, enlarge our area of our search in the next few days. Alors on y voit clairement toutes les zones de recherche, et notamment à l'ouest de la Malaisie. Donc vous comprendrez que je ne peux pas valider ce que disent Guylain Watrelot et Florence de Changy sur ce point.
Pourquoi les recherches se sont-elles poursuivies en mer de Chine alors que les autorités savaient que l'avion avait fait demi-tour? Alors, il n'est pas exact de dire que les autorités savaient. Ce qui est dit par les autorités est bien plus nuancé. Il est dit que c'est que ce que l'on pense être le MH370. Pourquoi? Alors le public ne comprend pas pourquoi ils n'en sont pas certains. En fait, les données radars après la disparition sont issues de radars primaires. Il s'agit donc de la masse métallique de l'avion, mais en l'absence du transpondeur, qui a cessé de fonctionner, rappelons-le, il est impossible d'identifier formellement un contact radar. D'où la prudence des autorités à affirmer qu'il s'agissait bien du MH370. C'est parfaitement compréhensible. Néanmoins, ils prennent en compte cette information en se disant « c'est certainement le MH370, on va quand même étendre vers une zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, les Chinois avaient fait savoir qu'ils avaient des images satellites qui semblaient montrer des débris en mer de Chine. Alors, les autorités ne pouvaient pas abandonner les recherches dans ce secteur sans avoir la confirmation par un autre moyen que l'avion avait vraiment fait demi-tour. Et ce sont les données Inmarsat, quelques jours plus tard, ces fameux 5 jours après, comme le dit Guillain, qui lèveront définitivement le doute et c'est pour cette raison que les recherches en mer de Chine vont être annulées. Alors, le problème de la thèse selon laquelle les Malaisiens ont caché les recherches dans le détroit de Malacca lors des premiers jours est qu'elle a tellement été relayée par les médias français que la majorité du public a aujourd'hui intégré ceci comme une vérité mettant en doute les déclarations officielles. Raison pour laquelle il est important de rétablir certaines vérités sur ce point, ce que je fais ici. Même s'il y a encore des incohérences dans les données radar, comme je l'ai montré, cela ne veut pas dire qu'elles ont été inventées ou fabriquées. C'est faire un raccourci bien trop rapide. Ma position est de mettre en lumière ces incohérences, comme je vous l'ai montré, mais tout en restant objectif et de remettre les déclarations dans leur contexte, afin de voir s'il y a des incohérences et de voir si le discours avait radicalement changé à l'époque. C'est pour ça que j'avais étudié toutes les conférences de presse jour après jour. Et sur ce point, au risque d'en décevoir certains, je n'ai rien décelé d'incohérent dans ce discours. Il est toutefois choquant de voir que des journalistes que l'on considère être des connaisseurs du dossier relaient de telles informations sans avoir fait une enquête objective de toutes les déclarations officielles et une analyse plus sérieuse des données techniques. Mais là où cela me pose encore plus de problèmes, c'est quand on s'appuie sur des phrases déformées de rapports officiels. Je prends l'exemple de Florence de Changy dans son livre qui affirme que les autorités ont vu le MH370 sur leur radar à une certaine heure le matin. Ce qui est totalement impossible puisque l'avion ne pouvait plus voler à cette heure-là, ce qu'elle dit justement. Sauf qu'elle affirme que cette information est tirée d'un rapport du 1er avril 2014. C'est bizarre, je n'avais aucun souvenir d'une telle information. Et quand je vais vérifier dans ce fameux rapport, que je dispose également, je ne trouve absolument aucune information d'horaire. Rajouter des informations d'horaire fausses à des rapports et dire que ça vient de tel rapport, pour moi c'est un manque d'honnêteté intellectuelle envers les lecteurs et le public. Qui irait vérifier cette information? Si ce n'est à part moi, le public lui fait confiance. C'est pourquoi il est de mon devoir de faire remonter ce genre de désinformation ou déformation, à vous de voir ce que vous préférez comme mot. On va parler maintenant de la non-détection par les radars thaïlandais et indonésiens. Alors, lorsque j'avais travaillé sur la dernière position radar, j'avais aussi étudié les autres radars de la région et j'avais fait une découverte surprenante. D'autres radars auraient été en capacité de suivre le MH370 après qu'il ait été hors de portée du radar malaisien. Alors, c'est une découverte que j'avais partagée avec Guillain Watrolo lors de notre première entrevue. J'étais tombé sur cette déclaration du ministre de la Défense indonésien, pas malaisien, indonésien, disant que le radar de Sabang, l'un des 2 radars que j'avais identifiés dans la région, n'avait pas détecté le MH370. Alors, en tant qu'ancien contrôleur militaire travaillant avec des radars tous les jours, cette déclaration m'interloquait. Quand on regarde la position de l'avion par rapport au radar, il est inconcevable que le radar ne l'ait pas vu.
il est en plein dans son volume de détection. Alors, bien entendu, les amateurs de théorie du complot vont y voir une énième dissimulation. Moi, je n'en fais pas la même analyse. Je dis qu'il y a incohérence entre la déclaration du ministre de la Défense indonésien et ce que l'on est censé attendre des performances de détection d'un radar pour un contact situé à cette distance et à cette altitude. Il est tout à fait possible que le radar ait été coupé cette nuit-là, mais que les Indonésiens ne veuillent pas le reconnaître. À savoir que dans l'année qui a suivi la disparition de l'avion, l'armée malaisienne a entamé un programme de modernisation et de réorganisation de sa défense aérienne, et notamment des radars. En effet, les données radars avaient été partagées avec leurs voisins, ce qui montrait des failles éventuelles dans leur dispositif. Et donc de nouveaux radars ont été achetés depuis pour modifier le paysage des radars malaisiens vis-à-vis de leurs voisins. On va parler maintenant de la non-réaction de l'armée de l'air malaisienne. Alors, c'est aussi un point qui alimente régulièrement les théories du complot. Alors, la non-réaction serait la preuve que les Malaisiens ont laissé faire et seraient complices. Alors, navré de vous décevoir, mais il y a une explication bien plus simple. Les Malaisiens ne surveillaient tout simplement pas leur espace aérien pendant la nuit. Et ça, les autorités ne le reconnaîtront jamais. Jamais ils ne reconnaîtraient une telle défaillance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée a visionné les enregistrements radar le lendemain matin, soit plusieurs heures après la disparition, et a averti les autorités en fin de journée. Et la réaction des autorités a alors été d'ouvrir une deuxième zone de recherche dans le détroit de Malacca. Cette nouvelle information avait été transmise donc dans la soirée du samedi 8 mars, donc moins de 24 heures après la disparition de l'avion, et détaillée en conférence de presse dans la conférence que nous avons vue précédemment. Alors, il y a une vidéo qui avait choqué, c'est notamment l'interview du ministre de la Défense malaisienne, qui est parue notamment dans le documentaire de complément d'enquête. Cette passivité sidérante, le ministre de la Défense malaisien la justifie à la télévision australienne. Une interview qui tourne à l'absurde. Il n'était pas hostile, c'était un avion civil, de notre espace aérien, et nous n'étions en guerre avec personne. Vous insinuez qu'on aurait dû l'abattre? C'est vous qui le dites, pas moi. Non, mais je vous demande. Sinon, pourquoi envoyer des chasseurs? Pour savoir où il va. Eh bien, vous avez besoin d'un chasseur pour savoir où il va? On parle de procédure militaire. Et si je l'avais fait abattre, vous seriez les premiers à me dire comment pouvez-vous avoir abattu un avion civil avec 14 nationalités à bord, dont la moitié de Chinois. Je serais dans une situation encore plus inconfortable. Mais s'il n'était pas hostile, pourquoi l'abattre? C'est ce qu'auraient fait les Américains. Accusation à peine voilée, ou bien rideau de fumée servant à masquer les défaillances de la chasse malaisienne. L'attitude suffisante et souriante du ministre de la Défense ici choque, forcément, faut le reconnaître. Mais il ne faut peut-être pas y voir seulement la même chose que ce qu'on a l'habitude de voir en Occident. Je pense qu'il y a des façons de faire dans les pays asiatiques qui sont différentes et je pense qu'il faut peut-être y voir aussi ce genre de choses. Alors selon moi, il faut surtout y voir une tentative de vouloir éluder la défaillance de l'armée malaisienne cette nuit-là. Non, ils n'ont pas suivi l'avion en temps réel. Non, un avion dont on n'a qu'un contact radar primaire sans transpondeur pour l'identifier ne peut pas être considéré comme ami. Alors dans l'armée de l'air, on dissociait bien identification et classification. Ce sont deux choses légèrement différentes, comme vous allez le voir. L'identification permet de savoir de qui il s'agit. Et la classification, qui était faite grâce à l'identification, permettait de classer le contact dans une catégorie, que ce soit ami, douteux, hostile, etc. Et en fonction de cette classification, on déterminait certaines actions, s'il fallait l'abattre, etc. Ceci en fonction du type d'avion, du pays d'appartenance, mais aussi d'autres critères. Dans le cas du MH370, l'identification lors du survol de la Malaisie n'était pas possible, du fait que le transpondeur avait été coupé. Par conséquent, pour procéder à l'identification, il aurait fallu envoyer un chasseur pour obtenir les informations visuellement, comme c'est dit dans la vidéo.
et seulement ensuite on aurait pu le classifier comme ami éventuellement. Une chose est certaine, quoi qu'en disent les complotistes, l'armée de l'air malaisienne ne surveillait pas son espace aérien cette nuit-là. Et c'est la seule explication possible pour expliquer cette non-réaction. Il n'y a pas besoin d'aller y voir plus loin. La dernière phrase suggérant que les Américains l'auraient abattu, c'est du pain béni pour les complotistes. Alors je vais être ici assez critique envers le documentaire de complément d'enquête. Tout a été mené à charge par l'équipe de journalistes pour laisser planer la dissimulation et le complot. J'avais enregistré une interview pour cette émission avec eux, elle n'a pas été conservée au motif, je cite les mots du journaliste, que je n'étais pas assez accusateur envers la Malaisie et qu'ils avaient décidé de taper sur la Malaisie. Alors, à plusieurs reprises pendant l'interview, on m'a poussé à dire par rapport aux données radar que les autorités avaient menti, etc. À chaque fois, j'avais répété que ce n'était pas ce que j'avais dit. Voilà qui me désole un peu de voir un tel manque de neutralité et d'objectivité dans nos médias qui sont censés informer le grand public. En conclusion, le demi-tour et le survol de la Malaisie est particulièrement décrié par les défenseurs des théories du complot. Pourtant, une analyse objective de la communication lors des premiers jours de la disparition, comme on vient de le faire, montre clairement une cohérence dans le discours, tout de moins sur ce point, contrairement à ce qui est souvent répété. Les conférences montrent également une incompréhension des autorités face à ce qui a pu se passer à bord du MH370, d'où des hésitations à spéculer, comme le souhaitent justement les journalistes dans les conférences de presse. Le problème est que dans ces situations, les journalistes veulent des réponses tout de suite, mais les autorités les ont rarement aussi vite. L'absence de réponse à certaines questions ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une volonté de cacher des choses. C'est un peu trop facile de prendre ce raccourci et cela évite justement de faire une analyse objective, ce qui arrange certains dans ce cas. Alors mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison, mais de vous donner des informations que trop peu de personnes connaissent, puisqu'on décide de les évincer pour donner souvent plus de poids à des théories complotistes. Mon objectif est de vous donner une vision plus juste et surtout avec plus de recul sur les événements. Or, il est crucial dans cette affaire d'avoir une approche rationnelle et objective. Ce qui manque énormément dans le cas du MH370 et particulièrement en France quand des journalistes de grands médias se lancent dans des théories complotistes par manque d'analyse objective des faits. Je vous remercie pour cette vidéo. La prochaine sera consacrée aux données Inmarsat. Là aussi, il y aura de quoi dire. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo.